Du coup, ça m'épargne l'obligation de me présenter. Je vais commencer direct pour les 15 minutes qui me restent. C'est un sujet qui me paraît un peu précis au début, mais qui, à mon avis, pourrait nous donner l'opportunité d'amorcer un débat beaucoup plus large sur le rôle de l'OMC aujourd'hui. Et la question qui se pose, c'est est-ce que le secteur énergétique serait exclu du champ d'application du droit de l'OMC par une sorte de gentleman's agreement? On va voir que c'est un argument récurrent dans le débat. Et dans la doctrine également. Pour commencer très vite fait, pour toute présentation juridique, peut-être il faut commencer avec un tout petit peu d'histoire, sauf que ça ne marche pas. Merci. C'est très très brièvement, il faut dire que le secteur énergétique n'a jamais été à proprement parler exclu des négociations en droit de l'OMC ni du GATT. Il a toujours fait l'objet de quelques discussions occasionnelles, mais il faut dire aussi qu'il était à la périphérie de ces négociations. Il n'a jamais été au centre de négociations. Donc on peut dire que ça n'a jamais été un sujet tabou, mais qu'il est quand même resté relativement peu abordé pendant les négociations, tant pendant le GATT que pendant la naissance de l'OMC. Alors, cette donne est probablement en train de changer. On peut voir aujourd'hui une intensification de débats en matière énergétique pour différentes raisons. Des raisons liées aux préoccupations environnementales, des raisons liées au développement de nouvelles technologies de production d'énergie. Aussi, on ne peut pas nier le fait que depuis quelques années, des grands pays exportateurs de ressources énergétiques tels l'Arabie saoudite en 2005 ou la Russie en 2012 ont adhéré à l'OMC. Et tout ça amène à une sorte de repositionnement du débat énergétique en droit de l'OMC, pour du bien ou pour du mal. La chose qui témoigne le plus de cette réémergence du débat, c'est certainement le fait qu'il y a de plus en plus d'affaires qui sont portées à l'attention de l'organe de règlement des différends et qui portent sur le secteur énergétique. Bien sûr, on ne peut pas ne pas mentionner le premier gros cas énergétique en droit de l'OMC, le seul d'ailleurs qui a fait l'objet d'un rapport de l'organe d'appel, c'est l'affaire Canada ressources énergétiques. Ensuite, il faut passer aussi par le fiasco du va-et-vient des relations entre l'Union européenne et l'Argentine par rapport au biodiesel et biocarburants. Il y a plusieurs affaires, j'ai essayé de les toutes repérer ici. Aucune de ces affaires n'a pour le moment donné l'objet ni d'un rapport d'un groupe spécial ni d'un rapport de l'organe d'appel. Et pour en finir, pour remettre un peu dans l'actualité, au mois de mai 2015, la Fédération de Russie a demandé l'établissement d'un groupe spécial qui serait chargé d'examiner la compatibilité avec le droit de l'OMC de certaines mesures prises dans le cadre de l'Union européenne, de ce qu'on appelle communément le troisième paquet énergie. Notamment, il s'agit des questions relatives à la dissociation des entreprises qui fournissent et qui produisent le gaz, ce qu'on appelle le unbundling provisions. Et pour le moment, le groupe spécial n'a pas encore été composé, mais les consultations ayant échoué, on est au stade de l'établissement du groupe spécial. Ce repositionnement du débat nous permet justement de aborder une question qui risque de ressurgir de nouveau. C'est l'argument essentiellement à base politique qui veut préciser que le droit de l'OMC ne serait probablement pas le forum le plus adapté pour discuter de questions énergétiques. Des questions qui sont très délicates, très politisées. Donc probablement, on devrait laisser ça soit aux diplomates, soit à une organisation qui soit plus appropriée et pas aussi générale que l'OMC. Cet argument est naturellement politique, donc son habit juridique, sa traduction juridique, a été mise en avant par l'argument qu'il y aurait une sorte de gentleman's agreement. Un gentleman's agreement qui, selon les mots d'un rapport de la CNUSED, exclurait le secteur énergétique, donc un accord de not to bring up petrol emissions into the GATT context. Et selon certains auteurs et selon certains négociateurs, il paraît que ce gentleman's agreement a continué et a survécu à l'époque de l'OMC. Et sans trop gâcher la surprise, l'intitulé de la présentation démontre que probablement c'est un argument qui ne tient pas vraiment la route. Et je vais essayer de démontrer que c'est une qualification juridique qui est assez difficile, parce que le terme gentleman's agreement n'est probablement pas le plus approprié. Et de plus que c'est une qualification juridique qui est autodestructrice, parce que finalement, même si on admet que ça existe, elle n'aura pas l'effet d'exclure le secteur énergétique du droit de l'OMC. Ce qui me permet de faire un plan très, très à la française, avec une première partie qui va plutôt concerner la qualification, et une deuxième qui va essayer de se concentrer sur l'effet juridique qu'on va attacher à cette qualification juridique. Donc en ce qui concerne tout d'abord la qualification juridique de ce phénomène,
très brièvement, juste pour rappeler un peu le syllogisme de la qualification juridique, parce que finalement, il va permettre aussi de suivre la présentation. Le syllogisme est relativement simple. On doit identifier un phénomène factuel. Ce phénomène factuel, en l'espèce, ça serait soit la rareté des discussions énergétiques, mais il me paraît assez difficile de démontrer qu'il y a eu un silence sur le domaine énergétique pendant l'ensemble de négociations. Donc on peut plutôt voir comme phénomène factuel à analyser la rareté de la remise en cause de certaines politiques énergétiques que tout le monde croyait contraires aux droits de l'OMC, mais que les autres États n'ont pas remis en cause devant le juge de l'OMC parce qu'ils croyaient qu'il y avait un gentleman's agreement. Donc, si on prend ce phénomène factuel, la question va se poser, est-ce qu'on peut le placer dans la catégorie juridique de gentleman's agreement? Et pour ça, la deuxième étape de ce syllogisme est qu'est-ce qu'est la catégorie juridique? Qu'est-ce qu'un gentleman's agreement? Et est-ce qu'à partir de la définition qu'on a trouvée, on peut extrapoler des éléments d'identification? Après ça, on va vérifier si ces éléments d'identification sont présents dans le phénomène factuel qu'on analyse et arriver à la conclusion si la qualification juridique va ou non être acquise. Donc pour commencer avec tout d'abord la catégorie juridique, la question qu'on se pose est relativement simple. Est-ce que le phénomène factuel qui est la rareté de la remise en cause des questions énergétiques en droit de l'OMC peut être qualifié de gentleman's agreement? Alors tout d'abord, en ce qui concerne la notion de gentleman's agreement, il faut dire que la catégorie juridique n'est pas particulièrement clairement définie. Alors le réflexe de tout juriste internationaliste, c'est se tourner vers le dictionnaire Salmon. Le dictionnaire Salmon, il nous donne une définition assez large et me semble-t-il quelque peu floue parce qu'il dit que le gentleman's agreement, c'est une expression empruntée à la pratique anglo-saxonne, on s'en doutait, pour désigner un engagement d'honneur entre deux individus qui ne comporte pas d'obligation juridique pour les États parties, mais les lie moralement. Alors définition déjà assez floue parce qu'elle confond les éléments d'identification avec le régime juridique qu'on va attacher à la notion. Mais ceci me paraît tout à fait logique parce que c'est la seule manière de définir ce qu'on appelle la catégorie plus large des instruments concertés non conventionnels. Le gentleman's agreement, c'est un type d'instrument concerté non conventionnel, un type d'accord qui, par définition même, est contraire au conventionnel, donc contraire au traité. Et c'est la seule manière de le définir. Tout ce qui n'est pas traité mais un accord devrait être un accord, un acte concerté non conventionnel. Donc, quels sont les éléments pour identifier ces gentleman's agreements? Il n'y a pas eu énormément de doctrine sur la question, mais il me paraît de toute évidence qu'il faut tout d'abord, il doit y avoir un accord, un agreement. Ensuite, il doit y avoir un agreement entre gentlemen. Et finalement, il y a quelques auteurs qui ajoutent des éléments supplémentaires. Par exemple, si on se réfère à des auteurs qui ont écrit il y a déjà beaucoup d'années, Suzanne Besti se réfère à une procédure de conclusion qui soit différente de celle des traités. Elle a au départ parlé d'une imprécision des engagements qui définit les accords non conventionnels par rapport aux accords conventionnels. Ces deux derniers critères, je propose de ne pas les examiner tout d'abord parce qu'on n'a pas le temps et ensuite parce qu'ils sont relativement faciles à voir dans le cadre de l'accord qu'on va essayer d'analyser. Donc tout d'abord, est-ce qu'il y a un accord? Alors un accord, encore une définition peut-être en dictionnaire un peu plus vieux que le Salmon, un seul dictionnaire base de vent qui dit un accord c'est une communauté de vues sur un point déterminé, une question, un choix. Donc il faut chercher s'il y avait un accord pour exclure le secteur énergétique du droit de l'OMC. Alors, est-ce qu'il y avait un accord? Il n'y a pas besoin que cet accord soit écrit. Il n'y a pas besoin que cet accord soit formalisé. Mais comment est-ce qu'on va trouver cet accord en pratique? Et là, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites par le professeur Virailly dans le cadre de l'Institut du droit international et qui dit que pour identifier un accord qu'on ne peut pas voir physiquement parce qu'il n'y a pas d'écrit, il faut chercher une convergence de fait. Donc une convergence dans le comportement des acteurs. Face à une situation identique, ces acteurs réagissent de manière similaire. Or, pour voir si en l'espèce on peut voir un tel accord, on peut examiner la pratique des États sur la rareté de discussions énergétiques. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Tout d'abord, il n'y a pas un groupe homogène d'acteurs. Il y a des acteurs importateurs de ressources énergétiques, il y a des acteurs exportateurs de ressources énergétiques. Donc on ne peut pas chercher une convergence des comportements, on doit chercher une réciprocité des comportements. Donc un comportement auquel l'autre groupe ne réagit pas, un silence. Mais le problème là se pose qu'en l'espèce, on aura un problème d'analyse d'un phénomène qui est une convergence de comportement passif avec un comportement passif.
Et il n'y aura pas un comportement actif auquel il y aura la réponse par un comportement passif, mais une convergence de fait qui sera très difficile à démontrer. Et pour ça, on peut dire que le silence, on va essayer de donner un sens au silence que le silence n'a pas. Le silence, c'est du néant, c'est ni du positif ni du négatif. Il peut être l'acceptation s'il y a de l'actif avant. Mais en l'espèce, on veut juste trouver de la logique, d'accord, dans l'alignement de comportements passifs sans aucun comportement actif avant. Il me paraît assez difficile de démontrer ça en l'espèce d'un accord. Et ensuite, beaucoup plus brièvement, s'agissant de la question de gentleman, est-ce qu'il y a un gentleman's agreement? Alors, ce n'est pas une question de est-ce qu'il y a des gentlemen qui négocient. On dit que les gentleman's agreements sont des accords entre dirigeants politiques, entre diplomates. Donc, en l'espèce, à l'OMC, c'est tout à fait faisable parce que l'OMC a toujours fonctionné sur la base de la mentalité du club, à l'époque du GATT, beaucoup plus qu'aujourd'hui, mais il n'empêche que ce type d'accords peuvent exister. En revanche, le problème se pose de nouveau quant à la preuve, parce que ces gentlemen, ils doivent extérioriser leur accord d'une manière ou d'une autre. En l'espèce, il n'y a pas d'extériorisation, ce qui démontre que c'est assez difficile de trouver un engagement politique, moral, des acteurs qui n'ont tout simplement rien fait, donc dans un comportement passif. Donc pour conclure brièvement sur cette première partie qui va être, je vous assure, plus longue, c'est assez difficile de faire cette qualification juridique. Elle n'est pas impossible parce que la catégorie des gentleman's agreement est très large, elle est très élastique, très plastique, on peut y faire entrer beaucoup de choses. Mais il faut l'étendre beaucoup pour y voir aussi analyser le silence quant à des questions énergétiques en droit de l'OMC. Et même si on dit qu'il y aurait un gentleman's agreement, l'effet que l'on veut y attacher, le fait d'exclure le secteur énergétique du droit de l'OMC me paraît quasiment impossible. Pourquoi? Parce que tout d'abord, les gentleman's agreements ont un effet limité juridiquement. Ce sont des actes concertés non conventionnels. Donc, par définition même, il s'agit d'engagement de nature politique, d'engagement de nature morale et non pas juridique. On peut discuter en termes de philosophie juridique, qu'est-ce qui est juridique, qu'est-ce qui n'est pas, qu'est-ce qui est moral, qu'est-ce qui est juridique. Je propose juste pour être très clair de reprendre la définition du professeur Virailly qui dit que ce qui est juridique l'est parce qu'il peut être révoqué uniquement quand le droit le permet et parce qu'il ne peut l'être que dans les conditions que le droit permet. Ce qui est moral, ce qui est politique, c'est toujours une obligation, mais elle peut être révoquée dans le cadre de respect de la bonne foi, dans le cadre de respect des engagements entièrement pris, mais de manière beaucoup moins formelle. Donc, si on regarde ces éléments dans le cadre de notre Gentleman's Agreement, la question va se traduire en termes d'invocabilité devant le juge de l'OMC. En d'autres termes, est-ce qu'on peut invoquer devant le juge de l'OMC l'existence d'un tel Gentleman's Agreement? Rien de plus évident que ça, parce qu'un engagement non juridique, par sa nature même, implique l'impossibilité d'en demander le constat de la violation devant un juge. Ceci dit, il n'est pas complètement exclu d'invoquer le Gentleman's Agreement devant le juge de l'OMC, mais cette invocation, elle ne sera pas directe, elle ne sera pas sur la base d'un État constate qu'il y a une violation d'un Gentleman's Agreement, elle sera sur la base de concepts beaucoup plus larges, comme la bonne foi, comme l'estoppel. Donc, l'hypothèse qui va se présenter va être une demande de consultation, une ouverture de consultation, un établissement de groupe spécial dans lequel un État défendeur objecte en disant que le commerce de ressources énergétiques serait exclu du champ d'application du droit de l'OMC par le jeu de ce Gentleman's Agreement parce que l'autre État s'est comporté d'une certaine manière et cette manière démontre qu'il a considéré le secteur exclu de l'OMC. Donc il y aurait une sorte de théorie de bonne foi, théorie d'Estoppel qui viendrait exclure le secteur énergétique du droit de l'OMC. Alors, si ceci peut être accepté en théorie, il me paraît très difficile d'attacher cet effet juridique. Pourquoi? Parce qu'un Gentleman's Agreement se situe dans le cadre d'une organisation internationale. Une organisation internationale, le droit interne d'une organisation internationale est par son essence même hiérarchisé. Il y a des règles, derrière ces règles, il y a des obligations non astreignantes. Ça, c'est vrai. Mais ces obligations non astreignantes, elles sont à l'appui des règles. Elles peuvent permettre l'interprétation des règles pour que cette interprétation puisse répondre aux caprices des volontés politiques. En revanche, ce que les normes non astreignantes ne peuvent pas faire, c'est contredire les règles établissant le droit de l'OMC.
Or, en l'espèce, quelles sont ces règles? Les règles, on peut les voir dans la dénomination de l'accord de l'annexe 1A, donc de l'annexe qui parle du commerce de marchandises. Qu'est-ce qu'est une marchandise? Il n'y a pas de définition dans le GATT, mais on peut dire qu'une marchandise, c'est une chose qui présente une certaine utilité pour l'homme et qui est appropriable par définition de droit français. Alors, on peut laisser de côté la question de la commercialisation. Est-ce que les ressources sont commercialisables? À partir de quel moment elles le sont? Mais on peut aussi dire que s'il y a une chose qui représente une utilité pour l'homme et qui est appropriable, comme le pétrole, comme le gaz, alors ça c'est une marchandise. Et cette marchandise, elle est inclue dans le droit de l'OMC par les règles d'établissement le champ d'application du droit de l'OMC. Alors, est-ce qu'un gentleman's agreement peut changer ces règles? Il me paraît douteux par la définition même du terme, parce qu'un gentleman's agreement n'implique pas un changement, n'implique pas une règle qui aura la même valeur que la règle qui définit le champ d'application du GATT. Donc, pour en finir, je propose juste de dire que la qualification juridique du gentleman's agreement est très difficile. Même si elle est acquise, l'effet d'exclusion me paraît peu, voire absolument impossible à démontrer. Et finalement, il faudrait aussi, pour un peu fermer la porte, ouvrir la fenêtre, dire que même s'il y avait un gentleman's agreement, il est évident qu'il a déjà été abandonné. Parce qu'il y a des pratiques, et ces pratiques et cette abondance de recours démontrent que finalement, ce gentleman's agreement, il n'existe plus. Donc pour ceci, il me paraît une conclusion toute évidente que ce gentleman's agreement n'aura pas l'effet d'exclusion qu'on veut lui donner et de toute façon, il n'existe plus. Merci beaucoup pour l'attention.